Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire organisé par SP Canada, division du Québec, de la série de webinaires Ce qu'en disent les experts auxquels prennent part différents spécialistes en sclérose en plaques. Ce soir, nous aborderons un sujet important quand on parle de sclérose en plaques, le dévoilement du diagnostic et l'acceptation de la maladie. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous tenons tout d'abord à remercier notre commanditaire principal Novartis et nos commanditaires partenaires Biogem, END Serono et Roche, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je suis Jean-Sébastien Lavoie. Il me fait grandement plaisir d'animer encore une fois le webinaire. Je suis impliqué auprès de SP Canada depuis quelques années. J'ai participé à la web-série Souper Party, à des capsules d'information sur la SP et je suis membre d'un comité, du comité national de jeunes adultes atteints de SP. Avant de commencer, veuillez noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un courriel avec le lien vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible. Le lien sera également partagé sur la page Facebook de SP Canada. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Bienvenue aux participants qui nous suivent sur Facebook. Je ne suis pas certain à 100% que c'est le cas en ce moment sur Facebook, mais si tout fonctionne bien sur Facebook, vous pouvez toujours nous poser des questions en commentaire et nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Veuillez noter que SP Canada n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement en particulier, mais fournit plutôt de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions. Je désire maintenant souhaiter la bienvenue à nos présentatrices d'aujourd'hui, Dr. Julie Ouellette, neuropsychologue qui débutera la présentation du webinaire. Bienvenue, Dr. Julie Ouellette. Merci, Jean-Sébastien. Ainsi que Chantal Mathieu, qui présentera un peu plus tard son témoignage en lien avec l'annonce de son diagnostic. Donc, bienvenue, bonsoir. Chantal. Merci, bonsoir à tous. Donc, on va commencer avec la présentation de Dr. Ouellette. Tout d'abord, courte bio. Julie Ouellette est diplômée en communication et titulaire d'un doctorat en psychologie. Ses études doctorales l'ont amenée à se spécialiser dans l'évaluation de personnes atteintes de sclérose en plaques et l'intervention auprès de ces dernières. Elle a régulièrement participé à des conférences organisées par SP Canada et agit à titre d'experte conseil dans diverses situations mettant en présence des personnes aux prises avec des troubles cognitifs ou des troubles du comportement. Elle a aussi œuvré durant 10 ans en prévention du suicide à Suicide Action Montréal. Julie Ouellette est maintenant neuropsychologue à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal depuis 2005. Bienvenue, Dr. Ouellette. La parole est à vous. Merci. Alors, j'aimerais saluer chaleureusement tous ceux qui sont présents puis qui nous écoutent ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de venir à votre rencontre aujourd'hui. Je veux remercier SP Canada aussi de m'avoir invité. Alors, aujourd'hui, pendant ma présentation, j'ai l'intention de vous donner de l'espoir. C'est ce que j'espère vraiment. Vous donner de l'espoir par rapport à cette épreuve-là que vous venez peut-être de vivre ou vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire la réception d'un diagnostic de sclérose en plaques depuis peu. Et aussi, surtout, aussi, on va dire des trucs, des stratégies pour passer au travers cette phase-là de votre vie. Alors, oui, ça fonctionne bien. Donc, si vous avez reçu récemment ou pas, plus ou moins, un diagnostic de sclérose en plaques, eh bien, c'est possible que ce soit un des pires quarts d'heure que vous avez passé dans votre vie. Alors, j'aurais envie de commencer en vous disant que quand on reçoit cette mauvaise nouvelle, initialement, toute réaction est acceptable, toute réaction émotionnelle. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être avoir envie de hurler de rage. Pour d'autres personnes, ça va être de vouloir se rouler en boule en dessous des couvertures et pleurer pendant plusieurs jours jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de larmes. Il y a des gens qui vont ressentir, puis là, tout ça, c'est pas mutuellement exclusif, là, ça peut être aussi un mélange de tout ça. Il y a des gens qui peuvent avoir
un sentiment de honte ou de gêne, comme si le fait de recevoir un diagnostic d'une maladie qui va les accompagner pour le reste de leur vie, comme si ça portait atteinte à leur dignité, à leur humanité, à qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Évidemment, ça peut causer initialement beaucoup de désespoir. Ma vie est finie, il n'y a plus aucun plaisir pour moi. Le plaisir est backorder pour le reste de ma vie. Ça peut être le genre de réflexion qui vient en tête puis qui vous enveloppe pendant un moment. Il y a évidemment, ça peut causer beaucoup de peur, d'appréhension, d'anxiété, parce que les pensées vont s'emballer. On ne sait pas ce qui nous attend. Hein? Puis, ça peut amener beaucoup d'idées catastrophiques, là, des pensées catastrophisantes. On va en reparler tout à l'heure. Il y a des personnes sur un autre mode qui vont peut-être se sentir ou qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, très soulagées, au contraire, parce que enfin il y a un diagnostic qui tombe. Ça fait longtemps qu'on se posait des questions, le médecin ne le savait pas, je suis en investigation médicale depuis longtemps. Enfin, j'ai un mot à mettre sur ce que je vis et j'ai l'espoir que ça va m'apporter que je vais pouvoir aller vers un traitement adéquat. Donc ça, en soi, ça peut être aussi pris comme une nouvelle réjouissante ou rassurante d'une certaine façon. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Puis il y a des personnes qui peuvent se sentir complètement sonnées puis engourdies et ne pas savoir ce qu'ils sentent suite à l'annonce d'un diagnostic. Donc, tout est acceptable et ça peut durer, ça peut varier dans le temps, là, combien de temps ça va durer. C'est un peu des montagnes russes émotionnelles pendant un bout de temps. Ça, c'est entendu. Donc, tout ça, c'est normal. Initialement, je vous dirais les émotions qui viennent avec cette annonce-là, ça a besoin d'exister. C'est important que ça sorte. En privé ou avec votre médecin ou avec des personnes qui vous sont chères, en qui vous avez confiance, mais c'est important de se donner la permission de vivre ces affaires-là. Ça va vous aider à traverser le premier gros morceau là, suite au diagnostic. L'important après ça, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ça, avec ces émotions-là. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui rentre dans la vie du monde par effraction. Vous ne l'avez pas demandé, vous ne l'avez pas cherché, vous ne l'avez pas voulu, puis ça arrive, bang, comme ça. Alors, donnez-vous la permission de vivre ce qui vient avec ça au début. OK. Donc, une chose est certaine, le niveau de stress que vous allez ressentir dans les jours et les semaines suivantes va être probablement plus élevé. Hein, c'est naturel parce que vous avez appris quelque chose qui vient vous toucher profondément, puis pas juste vous, mais également tous ceux qui vous entourent. Donc, j'ai envie de vous rappeler, vous savez, il y a beaucoup d'études sur le stress humain, comment on vit le stress. Et le stress, c'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre tête, dans notre imagination, puis qui change notre comportement, mais quand on vit quelque chose de difficile, le cerveau réagit en libérant une hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, sur le plan neurologique, il se passe de quoi là, dans le cerveau puis dans le corps quand on est stressé. Et ça peut apporter toutes sortes de changements de comportement, changements au niveau de notre tête, de notre corps. Donc, c'est ça, les études sur le stress humain nous indiquent que il y a différentes caractéristiques d'une situation qui vont augmenter notre niveau de stress. Par exemple, s'il nous arrive de quoi où on a peu de contrôle, hein, on l'a pas voulu puis ça arrive. Ça peut être un divorce, ça peut être un deuil, ça peut même être une nouvelle job qui est réjouissante, mais c'est quelque chose sur quoi on n'a pas nécessairement 100% de contrôle.
c'est stressant. Si en plus c'est imprévisible, on l'a pas vu venir, puis on sait pas qu'est-ce qui nous attend dans cette étape-là, que ce soit sur le plan de notre santé, sur le plan financier, etc., ça rajoute une couche de stress. Si c'est une situation qui est nouvelle, qu'on n'a jamais vécue encore, c'est d'autant plus stressant. Et s'il y a l'élément en plus où il y a une menace à l'ego, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais être capable de passer au travers de ça, je ne sais pas si j'ai les compétences pour faire face à cette situation-là qui m'arrive. Donc là, vous voyez, on a dans la sclérose en plaques, il y a pas mal les 4 caractéristiques qui arrivent tout ensemble dans ce diagnostic-là. Alors, vous avez la recette parfaite pour créer un bon gros stress et justement expliquer les réactions émotionnelles dont on parlait il y a un instant. Comment on sait qu'on est plus stressé? En général, on le sait, hein? On le sent, c'est peut-être difficile à le nommer. Je vais vous donner quelques indices là, de qu'est-ce qui se passe dans notre corps justement quand le cortisol est produit par le cerveau. On est plus stressé en général, on s'en rend compte, notre corps nous le renseigne quand on a plus de tension musculaire. Hein, par exemple, les gens qui ont tendance à serrer la mâchoire le jour ou la nuit vont se rendre compte qu'ils vont la serrer plus. Moi, je m'en rends compte quand je suis stressée, là, je mords plus mes dents la nuit aussi. On va avoir des tensions musculaires ailleurs. Ça peut engendrer des maux de tête, des maux de ventre. Évidemment, on va moins bien dormir, soit le hamster tourne avant de s'endormir ou on se réveille la nuit, on n'est pas capable de se rendormir. On va avoir la mèche longue de même. Hein, on a quelqu'un dans notre environnement qui échappe un stylo puis on saute les plans, ou notre enfant, il dit une petite affaire de travers puis on est vraiment sans connaissance. On n'est pas capable d'en prendre large en général en termes de stress parce qu'il est déjà très élevé. On peut avoir des problèmes à se concentrer, des troubles de l'appétit. Donc, ça, il faut s'attendre à ça aussi dans les semaines qui suivent l'annonce, par exemple, d'un diagnostic de sclérose en plaques. On est plus stressé. J'aimerais m'attarder en particulier aussi au dernier point qui est la menace à l'ego. Parce que ça, c'est pas une petite affaire. Puis ça fait partie souvent de ce qu'on vit quand on embarque dans cette maladie-là, la sclérose en plaques, puis qu'on n'en connaît pas tous les tenants et aboutissants. Un diagnostic de maladie chronique, ça vient nous toucher, comme je disais tantôt, dans notre identité. Alors, ça se peut que moi, je me considérais comme une personne saine, qui prenait soin de sa santé, active, indépendante, qui avait plein de projets, qui savait où il s'en allait. Et là, tout d'un coup, tout ça est remis en question. C'est déstabilisant, quelque chose de rare. Hein? Donc, d'où le stress qu'on peut vivre. Alors, il y a le stress qui est normal de vivre dans les semaines qui suivent, mais à un moment donné, ça se peut que on développe un trouble de l'adaptation si le changement est trop dur à prendre, ou si on n'a peut-être pas le réseau de soutien qui nous aide à encaisser cette nouvelle-là. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si, admettons, les signes que je vous ai dit tout à l'heure qui parlent d'un stress et d'autres signes aussi que je vous fais apparaître maintenant durent une saison complète, là, on va dire à peu près 3 mois ou plus. Là, on n'est plus juste dans la réaction normale d'une mauvaise nouvelle qui vient nous chercher loin. On est en train de basculer vers un trouble de santé mentale. Puis moi, en tant que neuropsychologue, ma formation de base est en psychologie, j'ai envie de vous pister là-dessus pour vous aider à prendre soin de votre santé mentale à travers le stress d'un diagnostic. Parce que c'est bien important, un problème de santé mentale, que ce soit un trouble de l'adaptation ou une dépression, vers quoi le trouble peut glisser, ou un trouble anxieux, vers quoi ça peut glisser, ça se soigne.
Hein? C'est quelque chose qui se soigne, mais plus on attend, plus ça peut être difficile d'en prendre soin. Donc, j'ai envie de vous présenter ça rapidement, cette diapo-là, pour vous dire que si ça fait une saison complète que vous êtes triste, vous avez plus de fun dans les choses qui vous procuraient du plaisir auparavant, si vous pleurez plus qu'à l'habitude, de façon continue, si vos inquiétudes vous prennent la tête jour et nuit peut-être, si vous avez la mèche courte, vous dormez mal, vous mangez moins ou vous mangez plus, problème de concentration, vous avez de la misère aussi à vaquer à vos journées normales, pas tant à cause de la fatigue, de la sclérose en plaques, mais parce que vous continuez d'être vraiment déboussolé par ce qui vous est tombé dessus. Si vous avez tendance à vous isoler puis à ne plus être capable de vous occuper de vos responsabilités, parce que ça vous prend toute la tête ce qui vous arrive, je vous dirais que là, justement, on est en train de basculer vers autre chose dont il est important de s'occuper. Fait qu'à ce moment-là, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière en sclérose en plaques, ou si vous avez un thérapeute, un psy, parlez-lui-en ou parlez-en à quelqu'un à qui vous avez confiance, mais faites quelque chose à ce moment-là parce que ça pourrait se cristalliser, puis c'est beaucoup plus difficile à soigner. Puis je le rappelle, un trouble de santé mentale, ça se soigne. C'est ça la bonne nouvelle. Ça soigne par la médication ou non. Et des fois, c'est juste par des actions quand on se prend soi-même en charge. Pas besoin d'aller voir nécessairement un professionnel de la santé pour une thérapie qui dure longtemps. OK? Fait que ça, j'avais envie de vous le dire, c'est important. La prochaine diapo, donc là, je vais le dire lentement pour avoir un certain impact. À travers tout ça, là, l'obtention d'un diagnostic, je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui l'ont reçu puis qui sont un peu encore catastrophés peut-être ou déboussolés. Donnez-vous du temps pour digérer cette annonce-là et les changements que ça apporte dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de voir votre vie, dans votre façon de mener votre vie. On va le redire une deuxième fois parce que j'ai comme envie de le passer, ce message-là. Donnez-vous du temps. Vous êtes peut-être bouleversé puis insécure en ce moment par rapport à ce qui vous a été annoncé. Mais vous allez voir que ça va aller mieux avec le temps. C'est comme une espèce de gros choc. Et comme toute chose, le choc, c'est quelque chose que vous allez encaisser. Puis, justement, j'ai envie de vous donner des pistes pour vous, la matière à réflexion sur comment on encaisse ça, justement. Alors, on va y aller avec la diapo suivante qui veut pas embarquer. Fait que là, je vais juste faire ce qu'on m'a dit de faire dans les circonstances. Et voilà. Merci. Donc, ça prend justement tellement de temps des fois pour encaisser un choc que j'ai envie de vous parler du processus de deuil parce que inévitablement, quand on reçoit un diagnostic de sclérose en plaques, on va vivre un certain deuil. Pas nécessairement le deuil du fun, puis de la vie active, puis du bonheur. Dieu merci, c'est pas le cas. J'ai rencontré assez de personnes atteintes de la maladie pour savoir que c'est pas le cas. Mais à tout le moins, il va y avoir peut-être le deuil d'une santé sans souci, d'une santé prévisible, d'une santé dénuée de maladie. Donc, j'ai envie de vous parler des différentes étapes dans un deuil. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour renforcer l'idée que c'est un processus, qu'il faut se laisser du temps, puis qu'il y a différentes étapes là-dedans. Alors, suivez-moi en regardant la diapo. Alors, on dit qu'il y a 7 étapes du deuil. Ça dépend des auteurs. Là, il y en a qui en mettent moins, il y en a qui en mettent plus. On va dire que ça commence toujours par le choc d'une annonce qui nous amène à penser qu'on va vivre des pertes.
Ensuite de ça, il peut y avoir, c'est pas de la même chose pour tout le monde, il peut y avoir une phase de déni pendant laquelle on n'y croit pas. On fait comme si ça n'existait pas. On se dit que le médecin s'est peut-être trompé, il a peut-être interversé le scan du patient d'avant, puis bon, il y a comme un effet protecteur à ça, hein, le déni. Ça nous protège de vivre des émotions qui seraient difficiles à vivre, puis on n'est pas encore tout de suite prêt à faire ça. Donc, il n'y a aucun problème avec le déni. Quand ça dure des mois, des années, c'est là où ça nous empêche de se prendre en charge puis de faire face à la réalité avec le plus d'outils possible. Mais le déni, c'est bien correct, puis ça se peut que vous le viviez pendant un temps. À partir du moment où on sort de cette phase-là de déni, il va y avoir justement une prise de contact avec des émotions qui viennent avec le diagnostic. Par exemple, de la tristesse, de la colère, de la rage. Puis ça, ben évidemment, c'est difficile. Puis ça se peut qu'on revienne en arrière en se disant « Ah non, là, ma poussée est finie, probablement que ça va jamais revenir, je touche du bois, puis je repars la vie comme si de rien n'était. » Fait qu'on retombe un peu dans une forme de déni, plus ou moins long. C'est pour vous dire aussi que ce processus-là, c'est pas un one-way. Hein, on peut avancer, reculer, mais éventuellement, on progresse vers une phase de résignation où est-ce qu'on en arrive à la conclusion que ben, c'est ça qui est ça. Hein, c'est ça qui m'est arrivé. Puis là, on va choisir à un moment donné d'accepter. J'ai envie d'insister sur le mot choisir parce que accepter quoi que ce soit, que ce soit un conjoint qui nous quitte ou une maladie qui nous arrive, c'est pas l'acceptation, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme la foudre là, un bonjour. L'acceptation, c'est un processus, c'est une décision vers laquelle on chemine. Alors, à un moment donné, vous allez choisir d'accepter. Et j'ai envie de dire aussi, de rappeler que d'accepter, c'est pas de baisser les bras, c'est pas de trouver que c'est le fun ce qui nous arrive, c'est pas de trouver que c'est OK. À la limite, même, je vais jouer un peu sur les mots, c'est pas de trouver non plus que c'est acceptable que ça nous arrive, mais c'est de décider de faire face à ce qui nous arrive, puis d'utiliser son énergie à partir de là, non pas pour fuir la maladie ou pour se fâcher avec, ça, on reste un peu, on laisse ça dans le passé, mais c'est plus pour faire tout ce qui est en notre possible pour tenir la maladie en laisse. OK? Donc, apprendre à connaître la maladie puis dealer avec pour que ça prenne le moins de place possible dans notre vie. Fait que c'est ça l'acceptation puis la reconstruction. Ce sont des phases comme très proactives et ça peut prendre un temps avant qu'on y arrive. Donc, justement, comment on arrive à ça, s'adapter? Moi, j'ai envie de commencer par le deuxième point pour vous dire quelque chose que je trouve important. J'aurais dû le mettre en premier. Vous êtes plus que cette maladie-là. Ceux qui vivent avec depuis longtemps, depuis un bout de temps, le savent déjà. Si ça fait pas longtemps que vous avez reçu le diagnostic, ça se peut que ça prenne toute la place dans votre tête, que ça prenne toute la place dans votre corps, d'autant plus si vous êtes en plein milieu d'une poussée. Mais rappelez-vous, et vous allez le croire à un moment donné, vous êtes beaucoup plus que cette maladie-là. En deuxième lieu, j'ai envie de vous dire, de vous rappeler, peut-être que vous le savez, mais de ne pas vous sous-estimer à travers cette phase-ci qui est difficile. Cultivez la confiance en vous-même, puis aussi, ça c'est un peu plus abstrait comme idée, mais je pense que vous allez sûrement comprendre. J'aimerais vous inviter à cultiver la confiance en votre futur vous-même. Rappelez-vous toutes les fois dans votre vie passée, que ce soit quand vous étiez enfant, avec des épreuves à la hauteur de l'enfant que vous étiez, ou dans votre vie adulte, rappelez-vous toutes ces fois dans votre vie où vous avez surmonté des épreuves,
qui vous ont fait initialement peur, qui vous ont fait capoter, que vous vous êtes dit, eh boy, je ne l'ai pas vu venir, celle-là, je ne sais pas comment je vais faire pour passer à travers ça. Rappelez-vous de ça et que finalement, ben, vous êtes là. Vous êtes passé au travers, ça a peut-être fait mal, ça a peut-être été difficile, mais vous avez su évoluer pour faire face puis traverser cette épreuve-là. La même chose va se produire avec ce qui vous arrive présentement. Donc, faites confiance à votre futur moi pour naviguer à travers le futur qui vous attend, puis naviguer à travers ce qui vous arrive maintenant. L'expérience va vous permettre de développer les forces, les qualités, la ruse, la flexibilité d'esprit nécessaire pour y arriver. J'aurais envie de vous donner un autre bon truc aussi. Ça, je trouve ça très important. J'en parle beaucoup, peu importe l'épreuve que les gens vivent. Apprenez à devenir conscient de votre radiocatastrophe. Vous savez, la radiocatastrophe, c'est la petite voix dans notre tête qu'on pense que c'est nous, mais en réalité, c'est une voix. Oui, ça vient de notre mental, mais c'est une voix qui nous raconte des affaires qui font peur, qui nous font suer pendant la nuit, tellement ça nous rend nerveux. C'est la petite voix qui dit ça va mal aller, il n'y a plus de fun pour moi, c'est catastrophique ce qui m'arrive, je ne sais pas comment je vais passer au travers. Et vous avez peut-être remarqué comme moi aussi que cette radio-là, le volume monte dangereusement la nuit quand il fait noir puis qu'il n'y a pas de bruit nulle part. Hein, c'est là souvent là, que ça parle fort et on a de la misère à baisser le volume. La radiocatastrophe, c'est là pour tout le monde. On vit tous avec ça. On a tous des moments où est-ce que le volume monte tout seul. Moi, j'ai envie de vous inviter à en devenir conscient. Souvent, je vais parler à mes patients en disant, quand ça part, cette radio-là, es-tu capable de snapper en dehors de tout ça, d'arrêter d'être l'auditeur de la radio, mais de prendre un pas de recul pour dire, ah, ok, c'est la radio qui vient de partir. Il y a d'autres personnes qui vont dire, c'est ma petite voix tyrannique, ou il y en a d'autres qui vont dire, c'est ma voix de belle-mère qui me tombe sur les nerfs, puis qui me raconte des affaires qui me tombent sur les nerfs, qui me rendent anxieux, puis qui me dérangent. Juste l'idée d'être capable de prendre un pas de recul puis dire, OK, là, ça vient de partir. Et là, si je l'écoute, m'a devenir déprimée, m'a mettre à regarder dans le vide, je ne serai pas en train de faire ce que je vais faire, ce que j'avais prévu faire dans les instants suivants. Je vais me mettre à me ronger les ongles, puis la journée va mal se passer. Donc, juste de vous en rendre compte, parce que cette radio-là, elle va rester dans votre tête. Moi, j'en ai une, mais on peut la tasser dans un coin puis dire, OK, ça, c'est ma radio-catastrophe. OK, je choisis de faire quelque chose qui m'aide à baisser le volume. Moi, dans mon cas, personnellement, vous allez me prendre pour une folle. Des fois, ça va être de partir puis faire du ménage. Ou ça peut être d'écouter de la musique qui me détend, qui me fait du bien. Ça peut être de parler à quelqu'un. Ça peut être de prendre un bain. Tout ce qui est méditation, tout ce qui est pleine conscience, de se ramener dans l'instant présent puis de faire quelque chose qui nous ramène, non pas dans notre pensée puis dans notre radio-catastrophe, qui nous fait décrocher au contraire de là et qui nous amène dans la vraie réalité de comment je me sens dans mon corps, à qui je suis en train de parler présentement, je vais prendre une marche sans l'air, je prends des respirations, je bois un breuvage qui me fait du bien, de se remettre dans nos sens physiques, vous allez voir, ça intercepte la radio-catastrophe. Moi, il y a une dame à qui je parlais hier, c'est une grand-mère, puis elle me disait, moi, quand je parle à mes petits-enfants au téléphone, ça me ramène la joie et j'oublie tous mes soucis. Fait que dans le fond, ce qu'elle est en train de me dire, c'est je baisse, puis même j'éteins le volume de ma radio-catastrophe quand je fais ces choses-là. Donc, apprenez à en devenir conscient. Et j'ai envie d'ajouter aussi que la sclérose en plaques ne fait pas que prendre dans la vie, mais elle donne aussi. Et ça, je pense que les gens qui vivent avec depuis un bout de temps se rendent compte. La sclérose en plaques, comme d'autres maladies chroniques, ça
nous apprend une conscience qu'on devrait tous avoir, qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, à profiter plus intensément de chaque jour. Ça peut vous apprendre à mieux vivre avec l'incertitude, à développer des forces, etc. Donc, on va passer à la diapo suivante. J'espère que ça va, ceux qui m'écoutent jusqu'à présent. Donc, s'adapter, ça ne veut pas dire se résigner, ça ne veut pas dire baisser les bras, mais ça veut dire s'ajuster à la situation. Puis, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez très déboussolé certains jours, identifiez ce qui est le plus important pour vous. C'est quoi qui a le plus de sens dans votre vie? Et ça va vous aider à vous ancrer dans le moment présent, dans un moment de turbulence, et ça va vous aider aussi à mettre sur pause tout ce qui est moins important et qui vous tire peut-être du jus. Certaines activités, certaines personnes dans votre vie, certaines pensées peut-être que vous avez tendance à entretenir. Donc, ancrez-vous dans qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, et ça va vous aider à naviguer à travers la turbulence des premiers temps d'un diagnostic ou dans les pires moments de la maladie. Et enfin, développez votre... je suis un petit peu d'avance. Développez votre boîte à outils pour éviter de sombrer. Fait que la boîte à outils, c'est tout ce qui va vous aider à vous faire du bien dans les moments pas pires comme dans les pires moments. Et j'ai envie de partager aussi rapidement quelque chose dont j'ai déjà lu là-dessus, des gens qui ont la sclérose en plaques. Comme on ne sait pas des fois comment les journées vont aller, c'est souvent imprévisible. Il y a quelqu'un qui avait parlé à un moment donné de s'écrire dans une bonne journée une lettre à soi-même pour les pires journées. Donc, quand j'arrive dans une bonne journée, je m'écris à moi-même tout ce que je sais que je vais avoir besoin d'entendre et de lire quand je vais arriver dans une journée vraiment creuse. Et moi, je l'ai fait pour moi-même, sans vivre avec la sclérose en plaques. Et je l'ouvre, la lettre, de temps en temps, puis ça m'aide à passer à travers mes journées les plus désastreuses. Puis aussi, évidemment, si vous êtes ici, c'est parce que vous y croyez déjà, le pouvoir de l'entraide de la part de vos frères et sœurs de sclérose en plaques, ceux qui sont déjà passés par là, ceux qui comprennent où vous en êtes, même si chaque expérience est différente, ça va beaucoup vous soutenir dans la phase d'adaptation, de vous tourner vers eux. Il y a tellement de ressources de nos jours. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire un peu combien de temps il me reste? Je suis pas sûre de mon horloge. OK, parfait. J'ai envie rapidement je vais passer peut-être une minute là-dessus. Qu'est-ce que la recherche nous dit sur les meilleures façons de s'adapter à une maladie chronique? Fait que là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas des anecdotes, c'est pas le gros bon sens. C'est la recherche qui s'est penchée sur les gens qui s'adaptent bien à une maladie chronique. C'est quoi les dénominateurs communs de ces personnes-là? Alors, on sait que ce qui facilite l'adaptation, c'est quand on tient compte de notre diagnostic, quand on ne l'ignore pas, parce qu'évidemment, ça nous aide à prendre soin de notre santé et aller rechercher les meilleurs traitements. Donc, c'est quand même pas mal important, puis ça fait une différence. Faire équipe avec son médecin puis son infirmière, ça va un petit peu avec la ligne précédente. La présence d'un réseau social, le sentiment de votre propre valeur. Je suis plus que cette maladie-là. Si vous avez de la misère à le croire, tournez-vous vers ceux qui peuvent vous aider à soigner votre estime de vous-même, c'est-à-dire vos proches, ceux qui sont positifs pour vous, mais peut-être aussi un thérapeute, travailleur social, un psy. Utilisez des outils pour gérer le stress. Ça peut être la méditation pleine conscience. On en parle partout. Il y a plein d'outils faciles à trouver. C'est un excellent outil, entre autres, pour gérer le stress. Puis utiliser les ressources
qui existent pour vous, que ce soit les ressources sur le web, mais aussi une aide technique dans les jours où vous vous sentez plus faible, où vous avez des engourdissements. Donc, ces points-là, ils sont présents chez les gens qui ont une meilleure qualité de vie avec une maladie chronique. Alors, faites un petit peu l'inventaire, puis vous pouvez vous questionner, est-ce que j'ai déjà ça? Et sinon, ben, prenez soin d'aller le chercher. En parler à ses proches. Quand il y a un diagnostic qui nous tombe dessus, évidemment, on en arrive au point à un moment donné où on a envie peut-être d'en parler. J'ai envie de vous dire 3 choses particulièrement. Choisissez, surtout au début, à qui vous allez le dire. Vos meilleurs alliés. Les personnes qui vont être capables de vous écouter avec une grande qualité d'écoute et non ceux qui vont peut-être tout de suite avoir envie de vouloir vous rassurer puis vous raconter l'histoire du voisin, de la cousine. Vous avez besoin d'écoute, vous avez peut-être besoin de pleurer, de taper sur le bureau, sur la table en parlant. Choisissez les gens qui sont capables de vous offrir ça. Choisissez quand vous allez le dire aussi. Vous avez besoin d'abord de digérer tout ça, puis ce temps-là vous appartient. Puis choisissez ce que vous avez envie de dire. Restez simple, parlez vrai. Hein? Dites les affaires comme vous avez envie que ce soit compris. Parce que souvent, les gens savent un peu c'est quoi la sclérose en plaques, mais ils ont plein d'idées de ce que ça peut peut-être donner, puis vous pouvez contrôler votre message. Et n'hésitez pas aussi à dire à votre proche qu'est-ce que vous attendez de lui. Exemple, je ne m'attends pas à ce que tu m'en parles à chaque fois qu'on se rencontre dans les prochaines semaines. Ou je suis un peu plus fatiguée ces temps-ci, c'est-tu possible qu'on se voit moins de soir comme on a l'habitude de faire, mais peut-être plus bruncher ou au téléphone ou par Teams. Et j'ai fait une diapo aussi sur comment en parler à un enfant parce qu'il y a peut-être des personnes jeunes qui sont dans cette situation-là. Vous savez, les enfants, peu importe leur âge, à partir du moment où ils ont du langage, sont capables d'entendre à peu près n'importe quelle nouvelle du moment que c'est amené à leur niveau. Papa, il a un bobo qui lui prend beaucoup d'énergie ces temps-ci, puis ça va pas le faire mourir, mais ça fait qu'il est pas mal malade, il est pas mal fatigué. Puis, faut pas trop s'inquiéter avec ça, mais on voulait te le dire. Puis ce bobo-là, ça s'appelle la sclérose en plaques. Puis tu vas peut-être entendre maman puis papa en parler de temps en temps. Donc, d'aller dans leurs mots, puis d'en dire, d'y aller par petites bouchées. On ne veut pas nécessairement en dire beaucoup à la fois, juste un petit peu, et les enfants vont vous le montrer. S'ils posent des questions, c'est parce qu'ils sont capables d'en prendre. S'ils posent pas plus de questions, c'est parce que ça les satisfait pour l'instant. Puis vous pouvez leur dire, n'hésite pas à me poser des questions si tu veux, si tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec ça, ou si tu veux avoir plus d'informations. Vous pouvez lui dire comment il peut vous aider. Encore une fois, comme pour avec l'adulte, contrer son sentiment d'impuissance là-dedans. Pour un enfant, évidemment, ça peut être très simple. C'est genre, fais-moi des dessins. Fais-moi un dessin tout de suite, là, ça ferait du bien dans mon cœur. Lui parler de l'enfant, du diagnostic à l'enfant, ça va lui donner confiance en lui. Ça va l'amener à penser, à croire qu'il est digne de confiance. Ça va mettre un bémol sur ses inquiétudes parce que les enfants, vous savez, ressentent beaucoup les choses, même quand on n'en parle pas. Ça va l'aider à se sentir moins inquiet. Puis, ça peut lui permettre aussi de vivre avec les autres membres de la famille, avec vous, des émotions qui sont reliées à cette situation-là. Puis, rien comme le partage en famille pour nourrir nos liens puis se soutenir. Donc, le mot de la fin, c'est vous donner du temps à travers tout ça. Prenez soin de vous. Méfiez-vous de vos pensées puis de votre radio-catastrophe. Prenez un pas de recul puis faites confiance en votre futur moi. Alors, voici, c'est tout pour moi ce soir. Je laisse la parole à Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Dr. Ouellette, pour toutes ces informations extrêmement pertinentes. On dirait que je me suis revu dans les dernières années, comment moi je l'ai vécu.
J'aurais envie de commenter chacune des diapositives, mais je vais peut-être juste dire que j'adore le terme radiocatastrophe. J'adore ce terme-là. Mais donc, merci beaucoup pour, au lieu de vous parler de mon témoignage à moi, on va écouter plutôt celui de Chantal Mathieu, hein, qui va nous présenter son témoignage à elle. Chantal a participé avec moi à la web-série Souper Party, donc on se connaît un peu. Un petit high five. Oui. Et elle prend part depuis plusieurs années au vélo SP. Alors, bienvenue Chantal, la parole est à toi. Merci. C'est vraiment un plaisir de se retrouver sur cette tribune-là. Merci de l'invitation d'ailleurs. Merci, Dr. Ouellet. Moi, je me suis pris beaucoup de notes, puis je vais me permettre de commenter. Mais je me suis retrouvée à plein d'endroits. Les étapes la fameuse étape du deuil. C'est presque comme ça que j'avais basé mon témoignage, mais en d'autres mots. Puis ce soir, c'est vraiment un témoignage. Tu sais, je veux pas donner de conseils ou quoi que ce soit. Je me suis pris quelques notes. L'acceptation, pour moi, ça s'est fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Puis pour moi, l'acceptation, ben, ça a été que j'ai décidé de me battre. Pas contre la maladie, mais j'ai décidé de me battre, de le faire pour moi, pour me sentir mieux dans cette acceptation-là. Puis j'ai surtout décidé d'agir sur ce que je contrôle. Parce que la maladie, l'évolution, on ne contrôle absolument rien de ça. Ce que je contrôle, c'est la réaction. Ma réaction dans la maladie, puis comment j'ai décidé de me battre, de contrôler mon contrôlable, en fait. Puis, tu sais, les fameuses étapes du deuil que Dr. Ouellet a présentées tantôt, tu sais, la colère, la rage. Moi, je ne suis pas restée dans cette étape-là longtemps. Je ne voulais pas vivre fâchée. Je me suis dit que cette énergie-là, c'était beaucoup plus positif de la mettre sur autre chose. Donc, pour commencer, la première étape, l'annonce du diagnostic, pour faire une histoire courte, là, je ne veux pas m'éterniser sur ça, mais ça fait partie des étapes aussi. Tu sais, la première fois où un médecin prononce le mot sclérose en plaques, c'est le choc, c'est épeurant. Puis moi, le premier médecin avant mon neurologue, il m'a posé quelques diagnostics, c'était soit thyroïde, B12 et tout ça. T'sais. Puis j'étais comme, OK, tu sais, avant de se mettre à paniquer, on va faire quelques recherches. Puis ensuite de ça, la rencontre avec le neurologue et la ponction lombaire, il s'est quand même écoulé presque 6-7 semaines, sinon plus. Pendant ce moment-là, j'ai eu le temps de faire beaucoup de recherches. Pour moi, c'était important de comprendre la maladie, c'était important de comprendre ce qui allait se passer dans ma tête. Pour moi, en allant chercher de l'information, je me disais que ben, j'en savais un peu plus que la maladie, j'étais plus forte qu'elle. Tu sais. Puis finalement, ben non, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Hein, on sait pas, c'est ça, la sclérose en plaques. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais du moins, c'est ça. Fait que la recherche d'information, pour moi, a été une grande partie, tu sais, un peu pour passer l'étape du choc, peut-être pour entrer un peu dans le déni, là. Donc, puis ensuite de ça, ben les annonces, ça aussi, c'est une étape très importante. Quand j'ai reçu mon diagnostic, mon chum était avec moi, fait que j'avais pas besoin de lui annoncer à lui, mais tu sais, j'avais mes parents. Tu sais, en étant une mère, ce qu'on aime le plus dans la vie, c'est nos enfants. Fait que tu sais, je savais que j'allais faire de la peine à ma mère. Fait que ça, c'est quelque chose qui me faisait peur, en fait, là, littéralement. Puis, tu sais, j'étais probablement aussi dans une phase de déni. Fait que je voulais pas que les gens me prennent dans leurs bras. Je voulais pas que les gens me rassurent. J'avais pas besoin de ça. Tu sais, puis là, je comprends effectivement que c'était probablement la phase du déni, mais je voulais le vivre seule. Je voulais, moi, d'abord comprendre ce qui se passait. Fait que l'annonce à mes parents, j'ai fait ça rapide, sur le coin d'une table, en plein souper. Puis je me disais, parfait, tu sais, je le lance comme ça, après ça, on passe à autre chose, puis c'est comme si ça n'avait pas existé. L'annonce est faite, puis on passe à autre chose, on s'en va, tu sais.
Fait que finalement, j'ai su par après que mon annonce n'était peut-être pas super bien faite, mais bon, au moins, moi, c'était fait. Puis ensuite de ça, l'annonce à ma meilleure amie. Comme je disais tantôt, tu sais, je voulais pas de câlin. Puis quand j'ai annoncé, elle s'est approchée pour me faire un câlin, puis je suis comme non, tu sais, je veux pas ça, ça va, tu sais. Puis elle m'a dit, ben je vais te le faire quand même. Puis elle m'a serré dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai craqué. C'était le plus beau câlin qu'on me faisait. Puis tu sais, aujourd'hui, je sais que souvent, en sclérose en plaques, on n'a pas besoin de rien dire. Souvent, tu sais, une main sur l'épaule ou un câlin, c'est juste ça qu'on a besoin. Fait que cette annonce-là, à mon ami, ça a été probablement que sans le savoir, elle m'a aidé à passer à travers une étape vraiment importante de déni ou autre. Là. Donc, tout de suite après, évidemment, j'ai commencé la médication. La première médication que j'ai prise, parce que j'en ai déjà 5 à mon actif quand même, mais la première, je l'ai prise pendant 9 mois, bourrée d'effets secondaires. J'ai perdu mes cheveux. Vraiment, ça allait vraiment bien. Pour finalement, au bout de 9 mois, quand j'ai eu un autre IRM, ben, la maladie avait progressé. J'avais une dizaine de lésions supplémentaires. Puis à ce moment-là, quand je suis arrivée chez nous, j'ai fait comme « Oh, OK, attends un peu, là. Je ne contrôle pas du tout ce qui se passe. J'ai aucun contrôle sur cette maladie-là. » Et là, c'est là que ma radio-catastrophe a parti. Fait que là, aujourd'hui, je peux mettre un mot sur ça, ma radio-catastrophe. Et j'étais pas une fille sportive du tout. Et là, j'ai mis mes souliers de course, puis je suis partie en courant. J'avais jamais couru. J'avais besoin, sans savoir, de mettre ma radio-catastrophe à off. J'avais besoin de mettre ça derrière moi, puis de continuer à avancer. Et depuis ce temps-là, depuis presque 7 ans, je cours. Ça me fait un bien fou. Puis, tu sais, je sais que j'ai probablement une faiblesse au niveau des jambes. Fait que je sais que courir, ça me garde en forme, ça me garde active, puis ça aide mes jambes. Puis ce changement-là de médication aussi m'a fait réaliser mes besoins. Tu sais, j'ai besoin d'être en santé, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de dormir beaucoup. Puis je me sens même plus mal de ça. À certains moments, puis peut-être que certains vont se retrouver, là, à certains moments, là, j'ai juste besoin d'avoir la paix. Je veux juste m'enfermer toute seule dans ma chambre, tranquille, pour juste avoir le temps de vivre ce que j'ai à vivre ma fatigue, vivre mes émotions. Parce que oui, il y a des journées qui sont pas super, on le sait, là. Puis tout à l'heure, Dr. Ouellette a dit aussi de s'écrire une lettre. Moi, à ce moment-là, je me suis fait tatouer le pied. C'est marqué sur mon pied droit, un jour à la fois, garde espoir. Puis je sais qu'il y a des matins où je me lève, le premier pied que je mets au sol, je sais que ça va être une journée de merde. Fait que je regarde mon pied, puis je me dis, OK, aujourd'hui, ce sera peut-être pas une journée super, mais demain, ça va être mieux. Puis peut-être que la suivante, ça va être encore mieux. Fait que ça, c'est dans mon processus d'acceptation. Puis encore aujourd'hui, je me sors de mes pieds tous les jours, évidemment. Là. Puis ensuite de ça, tu sais, puis au départ, je voulais pas rencontrer des gens atteints de sclérose en plaques. J'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin, je voulais pas discuter avec des gens pour connaître leur parcours, puis avoir des appréhensions sur ce qui m'attend ou ce qui m'attendait pour la suite des choses. Je voulais pas du tout aller là. Et puis finalement, j'ai rencontré des gens sur le web, dont Jean-Sébastien, qui m'ont tellement fait de bien dans mon parcours. Puis m'asseoir avec eux, puis de jaser, de faire comme, OK, ils comprennent. Tu sais, ils comprennent en fait. Tu sais, des matins où je me lève, puis mes pieds sont engourdis, puis que juste marcher, ça me fait mal jusqu'aux genoux. Eux autres, ils le comprennent. Tu sais, mon chum le comprend, oui, évidemment, parce qu'il est avec moi depuis toutes ces années, mais eux autres comprennent. Puis ça me fait un bien fou leur parler. Fait que suite à ça, je me suis impliquée dans un paquet d'événements pour la société, pour essayer de je veux pas dire encourager, j'ai pas la prétention de dire que je vais encourager des gens, là, mais donner un peu d'espoir de dire, tu sais, ça peut bien aller. Tu sais, puis c'est pas parce que j'ai choisi dans ma tête que ça allait bien aller qu'automatiquement ça va bien aller parce qu'on sait pas ce qui nous attend. Mais moi, j'ai choisi de vivre comme ça. J'ai choisi de me battre aussi.
pour mon corps, pour ma santé, ben pour mon fils aussi. Il y a des acceptations aussi à la toute fin que je fais, ben, mes extrémités. Ça, je sais, j'ai accepté que je sens plus rien, puis ce bout-là, c'est terminé. Mon cognitif aussi, par moment. Et je suis une femme très, très, très orgueilleuse. Et tantôt, on a parlé d'ego. Quand je comprends pas quelque chose, ça me fâche. Tu sais, je veux dire, de par mon métier, souvent, on calcule et tout ça. Puis quelqu'un se met à calculer, puis là, je le regarde, je suis comme, oh, je comprends pas du tout où il est rendu. Ça m'insulte. Fait que j'essaie de dire que j'ai accepté ce bout-là, mais peut-être pas encore top, là. Donc, tu sais, j'ai fait aussi l'acceptation d'un deuxième enfant. Tu sais, quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais accouché un an précédemment, ouais. Fait que, tu sais, c'est soit que je commençais la médication ou on y allait pour un deuxième enfant. T'sais. Puis finalement, comme la maladie était très, très, très agressive, ben j'ai décidé de commencer la médication puis de faire une croix sur un deuxième enfant. Puis, tu sais, on sait aujourd'hui que la science a avancé, que les femmes maintenant peuvent être enceintes et allaiter avec certaines médications. Donc, juste ça en soi, c'est une énorme étape pour nous, pour le futur, pour notre futur, en fait. J'ai tout dit. Je pense que oui, c'était pas mal le résumé de ce que je voulais dire aujourd'hui. Puis, en terminant, la maladie, on n'a aucun contrôle. Tout ce qu'on contrôle, c'est dans notre tête. C'est la façon dont on vit avec ça, la façon dont on évolue. Puis, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si un jour je ne marcherai plus. Je ne sais pas si un jour je ne verrai plus. Et c'est une possibilité très, très, très effrayante. Mais c'est une possibilité. Fait que je me dis que je vais avoir tout fait, tout vu. Pour ne pas avoir de regrets si un jour j'arrive à là. Puis là, j'ai l'air très, très, très sereine en disant ça, mais c'est sûr que je serais en mode panique complet, là. Mais j'ai choisi de ne pas vivre ma vie fâchée. J'ai choisi de ne pas vivre ma vie en conflit constant contre quelque chose avec lequel j'ai aucun contrôle. Zéro. Puis, tu sais, tout à l'heure aussi, on a dit d'être une meilleure personne. J'ai envie de dire que je suis une meilleure personne avec ça. Tu sais, pas à cause de la maladie, mais ça m'a changé, ça m'a amélioré, je pourrais dire. Je sais pas si c'était le bon mot, là, mais je fais attention à moi, je bouge, je cours, je fais du vélo. Cette année, on a fait 122 km de vélo en 2 jours. Tu sais, puis il y a 7 ans, 8 ans, ben, je marchais même pas jusqu'au coin de la rue, tu sais. Ben aujourd'hui non plus, je marche pas tant. Tu sais, soit je cours ou je prends mon auto. Mais je suis une meilleure personne. Je vois la vie avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de résilience. J'ai hâte de voir ce que le futur me réserve. Puis voilà, c'est la façon dont je vois la maladie, dont j'ai évolué. Puis je sais pas si mon court partage peut avoir aidé quelqu'un à vivre mieux avec son stress. Pas avec son stress, mais avec la maladie. Je viens de voir le mot stress que j'avais écrit. Là. Mais donc voilà. Ben, merci énormément, Chantal. Ton témoignage est tellement tout le temps inspirant. Je veux dire, mais merci vraiment beaucoup. mais je pense que ça s'est bien passé. Moi, je pense que ça s'est très, très bien passé. J'ai envie juste de faire un petit commentaire. Moi aussi, je suis passé par toutes ces belles étapes-là. Puis moi aussi, j'ai raisonné beaucoup avec quand on dit que la SP ne fait pas juste prendre, mais elle donne aussi. Mm-hmm. Puis moi, dans mon cas, c'était que j'étais vraiment workaholic avant mon diagnostic, puis ça me forçait à être obligé de m'arrêter, puis me demander c'était quoi mes priorités dans la vie. Puis aujourd'hui, je sais pas où je serais si j'avais pas eu mon diagnostic, mais je sais que je courais comme une poule pas de tête constamment. Puis là, j'ai l'impression que je suis plus centré sur vraiment ce que je veux faire, tu sais.
Avant la période de questions, je vais juste prendre le temps d'énumérer où on peut trouver de l'aide. SP Canada propose plusieurs outils et services. Il y a les capsules Premier Soutien qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de SP Canada. Elles sont destinées aux gens qui ont reçu récemment un diagnostic de SP. Vous y découvrirez les conseils des gens du milieu de la santé spécialisés en SP et y entendrez le témoignage de personnes qui, comme vous, vivent avec la SP. J'ai moi-même participé à une de ces capsules. Vous pourrez donc y entendre mon histoire. Il y a la série de webinaires Ce qu'en disent les experts. Ça, c'est notre webinaire de ce soir. Et ces webinaires-là se trouvent aussi sur YouTube. Dans le cadre de ces webinaires, on peut entendre différents spécialistes sur plusieurs thèmes différents entourant la SP. De plus, vous pouvez trouver sur le site web le réseau de connaissances sur la SP. Les agents et agentes info SP du réseau sont là pour répondre à vos questions. À partir du site web, vous pouvez également accéder au programme de soutien entre pairs. Aussi, grâce à un récent partenariat avec l'organisme JuryPop, les personnes vivant avec la SP au Québec peuvent obtenir du soutien juridique gratuitement. Vous pouvez en apprendre plus sur ce service en visitant jurypop.org. Mentionnons également que vous pouvez toujours vous référer aux bureaux régionaux de SP Canada qui se trouvent aux quatre coins de la province. Ces bureaux offrent des ateliers et des activités de soutien aux personnes touchées par la SP. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site web de SP Canada. Les liens et les coordonnées de toutes les ressources dont je viens de vous parler vous seront acheminés par courriel à la suite de cette diffusion. Passons maintenant à la période de questions. Je ne sais pas exactement combien de temps il nous reste, mais on va essayer de répondre à quelques-unes des questions qui nous ont été soumises pendant la présentation. Donc, une question pour commencer pour Julie, Dr. Ouellette. Est-ce que c'est possible de dire qu'on apprend à vivre avec la maladie plutôt que de dire et ne jamais dire accepter? Absolument. Oui. Parce que c'est vrai qu'accepter, ça peut nous écorcher la bouche un peu de dire ça, hein. Ça a quand même, je disais, accepter ne veut pas dire trouver que c'est acceptable. Mais là, je joue un peu avec les mots quand je dis ça. C'est vrai que pour certaines personnes, ça va résonner plus de dire, bon, ben, c'est comme si j'apprenais à vivre avec ce coloc-là dans mon corps. Mais ça reste que c'est moi le propriétaire. C'est moi le propriétaire, comme Chantal le disait si bien aussi, de ce qui se passe dans la tête, des pensées que j'entretiens, que je cultive par rapport à ça dans ma vie. Mais oui, moi, je vous dirais, peu importe les mots que vous utilisez, la façon dont ça résonne pour vous, c'est ça. C'est votre façon de le voir puis de le vivre. Oui, je comprends ce que la personne veut dire. Ouais, c'est comme s'approprier un peu le cheminement. Oui, puis apprendre à vivre avec ça, ce que j'aime dans cette façon-là de le dire, c'est que c'est comme si, plutôt que d'avoir la sclérose en plaques qui nous tient par en arrière, là, puis qui nous possède, puis qu'on n'a pas de contrôle sur rien, c'est comme si je la tenais dans ma main, je sais qu'elle est là, je peux pas m'en débarrasser, mais j'apprends à vivre avec ça. Puis j'apprends à tenter de lui faire une place dans ma vie, mais une place que je choisis, qui n'est pas nécessairement toute la place. Je t'invite, Chantal, à sauter sur l'occasion pour ajouter des commentaires aussi si les questions visent plus Dr. Ouellette. Une autre question un peu plus précisément pour Dr. Ouellette. Est-ce normal que j'ai l'impression que l'ASP amène une suite de deuil, donc perte physique, cognitive, perte de mon travail, etc.? Oui, c'est normal. C'est ça qui est... c'est ça qui est maudit avec cette maladie-là, pardonnez le vocabulaire, là, c'est que la sclérose en plaques, il y a des occurrences pendant lesquelles, effectivement, on est confronté possiblement à de nouvelles pertes. Et c'est là où ça devient très important de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé physique et mentale et de voir tout ce qu'on peut mettre en place autour pour que
ça passe de la meilleure façon possible, ces pertes-là. Parce que c'est vrai que la maladie, comme disait Chantal, ça fait en sorte qu'on réfléchit pas toujours aussi bien qu'auparavant. On peut avoir des problèmes de concentration, entre autres. Il y a des étapes, hein? Il y a des étapes pendant lesquelles on peut avoir le sentiment qu'on en repère de plus en plus. Juste faire attention, puis je vais laisser Chantal, je suis sûre, d'après moi, qu'elle a quelque chose à dire sur le sujet, de faire attention, encore une fois, à travers tout ça, à pas en rajouter une couche avec votre radio catastrophe. Couche, par exemple, qui pourrait être, bon, ben ça y est, ça continue de descendre, puis ça va descendre comme ça jusqu'au 3e sous-sol, puis à un moment donné, je serai plus rien, puis je serai tatata. Faire attention de garder le recul par rapport à ça, puis rester dans qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que j'ai comme outil pour passer au travers. C'est ça. Tu sais, puis j'ai envie de rajouter, si tu me permets, là, tu sais, la sclérose en plaques, en soi, c'est un deuil qui est rempli de plein de petits deuils aussi, des choses qu'on peut plus faire ou qui nous sont moins accessibles. Tu sais, puis je veux dire, en soi, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est avec une dégénérescence à différents niveaux, tu sais. Puis d'être bien entouré, de prendre soin de soi, c'est tellement important. Tu sais, puis je reviens encore avec ça, là, mais la seule chose qu'on contrôle, là, c'est notre réaction dans la maladie. C'est la façon dont on a envie de se battre face à ça. Tu sais, pas se battre contre la maladie, mais se battre pour soi. Quelqu'un d'autre nous demande, nous dit, j'ai peur de l'annoncer à mes proches car j'ai peur que leur vision de moi change. J'ai peur qu'on me perçoive d'une autre façon et que mes relations avec eux changent négativement. Comment passer au-dessus de cette peur? Ben, j'aurais envie de me lancer vite en disant, dites-le dans votre échange avec ces proches-là. N'hésitez pas à commencer en disant, là, m'a dire quelque chose, mais sais-tu de quoi j'ai... Ce qui m'inquiète le plus là-dedans, là, c'est que ça t'amène à me percevoir différemment. Puis d'en parler de la nouvelle, puis de revenir sur cette idée-là qui vous préoccupe. De pas hésiter à le mettre sur la table pour jaser avec la personne du fait que c'est important pour vous de continuer d'être, pour elle, la personne que vous êtes. Puis j'ai le feeling que la personne en question ou les gens autour de vous vont vous rassurer là-dessus, que votre peur est peut-être plus grande que ce qui se passerait. Mais dites-le en partant si vous vous sentez à l'aise de le faire. Tout à fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, là. C'est vrai que de nommer les choses des fois avant, au lieu d'essayer de les contrôler en cherchant la bonne façon de le dire, juste de le nommer d'entrée de jeu, souvent ça aide. J'aurais une question, j'aimerais t'entendre, Chantal, là-dessus. Quelqu'un nous demande, j'hésite à fonder une famille suite à mon diagnostic. As-tu des conseils à nous partager? Cette question pourrait venir carrément de moi, en fait. Faites-en des enfants, quand même. C'est la plus belle chose au monde d'avoir un enfant, puis faut surtout pas que la maladie empêche ça. Est-ce que c'est tout le temps facile? Non. Non. Tu sais, dans une certaine époque, il disait que l'accouchement pouvait être à risque aussi de pousser pour la femme et tout ça. Je suis pas médecin, je vais pas m'avancer dans tout ça, mais il n'y a rien de plus beau que la maternité ou la paternité, ben, à mes yeux, à moi, là. Puis, tu sais, il y a des soirs où je suis fatiguée, puis tout me tape ses nerfs, il n'y aura pas de devoir, pas de leçon. Mon gars, il va manger un bol de céréales pour souper. Ça arrive. Tu sais, puis il va quand même bien, puis, mais faut surtout pas s'arrêter à ça. Il y a des journées où c'est vraiment difficile, ouais, mais il y a des journées où je pète le feu, puis on fait plein d'activités. Puis ben oui, il y a des journées qui sont beaucoup plus difficiles, mais au bout de la ligne,
sais, puis tantôt, Dr. Ouellet a parlé des enfants, là. Tu sais, puis, tu sais, moi, j'y en parle, ben, pas beaucoup, là, mais tu sais, il est conscient de la sclérose en plaques et tout ça. Mais tu sais, des journées plus difficiles ou les journées où j'ai des défis de course, de vélo, tu sais, de voir les yeux de mon enfant me regarder puis être fier de sa mère puis dire « Wow, ça, c'est ma mère. Elle est malade, elle le fait, elle se lève. » Fait que juste ça, en soi, tu sais, ça devient un fan numéro 1, là. Fait que, c'est ça. Une autre question. Pourriez-vous, quelqu'un nous demande, pourriez-vous m'aider à trouver les mots justes pour parler de mes limitations fonctionnelles pour retourner au travail? Éviter le stress, avoir de la fatigue dans les jambes. J'ai de la difficulté à le décrire aux autres. OK. C'est une bonne question. Donc, si je comprends bien, cette personne-là s'apprête à retourner au travail, mais elle a envie comme de déterminer un peu c'est quoi les nouvelles limites auxquelles elle fait face. Ben, j'ai l'impression que j'aurais envie de dire il y a des ergothérapeutes. Je ne veux pas nécessairement diriger les gens vers des professionnels parce que des fois, ça peut paraître compliqué, puis il peut y avoir des sous qui sont impliqués, mais il y a les ergothérapeutes sont très, très bons et même ont probablement publié des documents sur Internet puis peut-être que SP Canada est au courant aussi de documents sur justement c'est quoi les limitations qui sont les plus fréquentes sur le plan physique, sur le plan cognitif, dans un contexte de travail. Déjà, les exemples que la personne a donnés sont bons en termes de faiblesse, de fatigue, de réfléchir à comment les effets que je vois au quotidien pourraient se traduire dans mon travail. J'aurais quand même envie de vous référer vers SP Canada dans un premier temps qui pourrait vous mettre en contact avec des documents ou un professionnel de la santé qui vous donnerait les mots justes pour ça parce que ça a été réfléchi, là, toutes ces questions-là. Désolée pour la précision de ma réponse, là. Mais j'ai envie d'ajouter qu'effectivement, on a fait un webinaire où on parlait de toutes les questions reliées au travail qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, j'ai envie de vous référer à ça. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont déjà pensé à toutes les questions du travail par rapport à l'ASP. Puis c'est quand même quelque chose d'assez important d'être au courant de nos droits dans ce contexte-là. Puis aussi de savoir comment verbaliser les choses pour se sentir compris dans ce contexte-là aussi. Absolument. Puis aussi de faire en sorte de pouvoir demander des accommodements au travail qui vont nous aider à retourner au travail puis à pas outrepasser nos difficultés puis nos limites. Il y a des milieux de travail qui sont conciliants puis ça vaut la peine de bien s'informer aussi à ce sujet-là. Une dernière question ici. Quelqu'un nous demande, étant célibataire, j'ai l'impression que je ne pourrais pas être en couple. Qui voudra sortir avec une personne ayant un diagnostic? Avez-vous un conseil? Ben, c'est une grande question. Puis, je veux pas jouer au docteur, là, je vais vous laisser répondre, Dr. Ouellet, mais j'ai envie de dire de faire le lien avec la flèche de deuil, là. Tu sais, fait avant d'être bien avec quelqu'un d'autre, tu sais, peu importe que ce soit la maladie ou pas, avant d'être bien avec quelqu'un d'autre, il faut être bien avec soi-même. Fait avant de faire un coming out, souvent qu'on dit, là, le coming out et tout ça, avant de se mettre en couple, tu sais, je pense qu'il faut passer à travers cette étape-là, être bien avec soi-même, avec la maladie, l'accepter, être conscient de nos forces, de nos faiblesses, de ce qui s'en vient aussi. Puis il y a bien des gens qui savent pas ce que c'est la sclérose en plaques, là, qui ont déjà entendu ça, mais c'est ce que c'est concrètement. Puis tu sais, il n'y a rien comme l'information, d'aller s'informer, aller lire, s'intéresser à ça.
je pense que ça peut être un bon outil aussi pour enlever cette peur-là à un conjoint ou une conjointe future. Mais d'abord et avant tout, avant de se mettre en couple, je pense qu'il faut être bien, l'accepter, puis être rendu à ce cycle de deuil-là, d'acceptation. C'est ce que j'oserais dire. À vous, docteur. Ah oui, ben j'aime beaucoup ta réponse, Chantal. Puis j'ajouterais, il y a 3 idées qui me viennent en tête, je pense. La première, c'est certain que la vie amoureuse est possible, puis qu'il y a des gens de qualité qui vont vouloir être avec quelqu'un qui est touché par une maladie chronique comme la sclérose en plaques. C'est certain à 100%. Il y a des gens qui ont ce courage-là, qui ont l'amour nécessaire, qui ont la confiance dans la vie, absolument. Ça, c'est certain. Deuxième affaire, peut-être que ça vaut la peine pour aller dans le sens où Chantal le dit, là, de se réconcilier avec la maladie. 1.2, ce que je veux dire, c'est que pas besoin nécessairement de le dire en partant non plus, hein. À quelqu'un, ça serait pas une cachotterie, là. Quand on disait l'annoncer à des gens à votre rythme, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qu'on dit aussi rapidement que tu sais, c'est quoi mon genre de sortie préférée, puis qu'est-ce que j'aime manger comme mets, puis ça peut venir plus tard. Ça reste à la limite, c'est confidentiel, ça vous appartient, hein, votre maladie, votre diagnostic, puis à un moment donné, quand vous allez vous sentir suffisamment en confiance avec un partenaire potentiel, vous allez le sentir. C'est quand le moment, même si ça va vous donner peut-être un très grand vertige, vous allez le sentir que, OK, là, cette personne-là, j'ai assez confiance pour être prête à y aller, sauter. Puis, en même temps, la réaction de la personne, ben, ça va vous dire de quel bois cette personne-là est faite, hein. Puis, si vous n'êtes pas convaincu en ce moment que vous êtes une personne digne d'être aimée dans une relation amoureuse, ben ça, c'est un cheminement à traverser. En effet, il y a des informations que vous pouvez, tu sais, le cheminement, comme on disait il y a quelques instants, mais demandez aussi à vos proches, faites une petite enquête. Qu'est-ce que tu penses que j'ai à offrir, moi, à un amoureux comme qualité? Demandez ça aux gens qui vous aiment. Puis, ça va vous rappeler les choses qui sont importantes. Ça va vous rappeler ce qui fait de vous une personne digne d'être aimée, bien au-delà de la maladie. J'ai envie aussi d'ajouter que on a aussi fait un webinaire où on parlait de ce sujet-là, donc disponible sur notre chaîne YouTube. Il y avait notre amie Élise qui était sur Souper Party avec Chantal et moi, qui fait un témoignage sur ce sujet-là bien précis. Un autre webinaire qui est disponible sur la chaîne YouTube de la Société SP Canada. Que de ressources. Donc, c'est tout pour les questions. Je prends le temps de vous remercier encore énormément, vous deux. C'est un sujet qui est tellement important. On dirait que ça permet de comme commencer cette aventure-là du bon pied. Merci beaucoup, Dr. Julie Ouellette, pour toute cette information pertinente. Ah, ça m'a fait très plaisir. Merci de m'avoir invité. Et merci aussi à toi, Chantal, pour ce magnifique témoignage tellement touchant. Je me tente jamais de t'entendre parler de ton point de vue sur cette belle aventure que nous vivons. Oui, cette belle aventure, effectivement. Merci à toi, merci à tout le monde pour l'invitation. Très apprécié. Donc, merci encore à vous deux. En terminant, je vous rappelle que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Comme on disait, certains d'entre eux ont de l'information pertinente qui viennent un peu répondre à des questions qui peuvent être soulevées par l'information qu'on a eue ce soir. Suivez également SP Canada sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles. Encore une fois, nous tenons à remercier notre commanditaire principal Novartis et nos commanditaires partenaires Biogen, EMD Serono et Roche.
Et moi, je vous remercie d'avoir pris part au webinaire qui s'est tenu ce soir. Comme toujours, je suis tellement content de faire partie de de l'animation de ces webinaires parce que ça me fait toujours en apprendre plus sur moi, comment je vis avec cette maladie-là. Donc, merci encore à tous d'être venus ce soir et je vous dis à la prochaine fois.